Voilà, il est 32, je pense que nous pouvons commencer. Les personnes ont eu le temps de se connecter. Bonjour à toutes et à tous de nouveau. Merci beaucoup d'être là pour ce webinaire en notre compagnie. Nous allons vous présenter aujourd'hui la méthodologie sur l'intégration des parties prenantes, publiée par l'Initiative pour la transparence de l'action climatique, ICAT. Je m'appelle Hortense Regnault, je travaille pour le CITEPA. Alors, le CITEPA est une association spécialisée sur l'évaluation des impacts des activités humaines sur le climat et la pollution atmosphérique. Nous produisons des données de référence pour favoriser la réduction des émissions, l'amélioration de la qualité de l'air et l'adaptation au changement climatique. Alors, le CITEPA a été mandaté par l'ICAT pour traduire 6 guides méthodologiques en français, car il y a un fort besoin des pays francophones de pouvoir disposer des guides ICAT en français. La méthodologie et les outils ICAT portent sur tous les aspects de la transparence climatique, l'atténuation, le développement durable, la finance climat et bien d'autres. Et aujourd'hui, nous nous focalisons sur la participation des parties prenantes. Alors, nous avons déjà traduit plusieurs guides ICAT, dont le guide sur la transparence en matière de finance climat et le guide méthodologique sur le développement durable. Et aujourd'hui, nous présentons le 3e guide qui est, comme je vous l'ai dit, la participation des parties prenantes. Une liste des guides à venir, c'est le guide méthodologique sur le secteur de l'agriculture, un guide pour effectuer un suivi de la transition juste et un guide sur les liens entre articles 6 et 13 de l'accord de Paris. Vous avez peut-être assisté au webinaire d'hier qui était sur la guide méthodologique sur le développement durable. Et aujourd'hui, on travaille sur un guide qui est peut-être un peu différent des autres guides, puisqu'il ne s'agit pas d'un guide d'évaluation, mais bien un guide complémentaire pour aider dans les projets et les mesures. Vous pouvez télécharger le guide sur la participation des parties prenantes dès maintenant en flashant le QR code qui est à l'écran ou en cliquant sur le lien que nous allons vous mettre dans le chat. N'hésitez pas également à vous présenter dans le chat ou à poser vos questions dans l'outil Q&A de questions ou dans le chat et nous y répondrons. Sachant que ce QR code sera de nouveau disponible à la fin de la présentation, donc pas de panique si vous n'avez pas le temps de tout scanner. Alors, l'agenda pour aujourd'hui, le directeur d'ICAT, Henning, va pouvoir se connecter pour nous faire une présentation et un discours d'ouverture. Ensuite, on plongera la tête la première dans la méthodologie présentée par ma collègue Ludivine. Nous parlerons des grands principes de la méthodologie pour l'intégration des parties prenantes dans les projets. Quels sont les objectifs et les concepts clés à bien avoir en tête? Quels sont les éléments clés? Donc, une participation efficace des parties prenantes. Et ensuite, des conseils du guide pour le rapportage efficace de la participation des parties prenantes. Alors, maintenant, je vais demander, Henning, c'est à vous. Si vous êtes connecté, voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui. Et alors, allons-y. Voilà, normalement, je vous ai donné les droits nécessaires. Est-ce que vous pouvez vous démuter et ouvrir votre caméra? Je pense que normalement, vous pouvez y arriver. Et sinon, je vais réessayer. Non, ça ne marche pas. Très bien. Alors, ce que je vous propose pour ne pas bloquer le webinaire avec des soucis techniques, c'est de vous renvoyer un lien de participation. Et pendant ce temps-là, Ludivine va pouvoir commencer la méthodologie et nous vous donnerons un discours de fin, si ça vous convient. Oui, très bien. Ok, donc je vais commencer. Après, n'hésitez pas non plus. Donc ma présentation va se diviser en fait en deux parties. D'abord, une présentation générale du guide.
en lui-même avec voilà, les considérations, les grands objectifs, etc. Et après, la deuxième partie, ce sera plus une application un peu plus concrète, de quelle manière en fait le guide se déploie, avec quels éléments et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir éventuellement via le chat si vous avez des questions et on y répondra à la fin. Donc tout d'abord, donc dans la première partie, donc là je vais revenir sur les grands principes de la méthodologie ICAT sur la participation des parties prenantes. Donc ce guide, il prend en considération différents éléments. Tout d'abord, l'idée, c'est surtout de sensibiliser aux avantages de la participation des parties prenantes. Pourquoi intégrer ce genre de processus lors de l'élaboration des politiques et mesures en matière climatique notamment? Voilà, c'est vraiment l'idée de déployer plus facilement ce type de pratique. Il donne bien évidemment des conseils sur la planification et la mise en œuvre de processus participatifs efficaces dans le cadre des évaluations, notamment d'impact des politiques. Il se veut comme un outil d'appui à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques et il vise également au renforcement de l'examen technique des rapports d'évaluation. Comme l'a mentionné Hortense également juste avant, il est vraiment important de penser ce guide comme étant complémentaire aux autres guides d'évaluation ICAT. C'est-à-dire que ça n'est pas un guide à appliquer tel quel tout seul. Il va vraiment falloir l'appliquer en combinaison avec d'autres guides. Par exemple, mettre en place la méthodologie sur le développement durable de l'ICAT et intégrer ce guide lors du déploiement d'un processus de participation des parties prenantes. Donc voilà, c'est pour ça que ce n'est pas une méthodologie à part entière comme les autres. C'est vraiment un guide pratique pour favoriser la participation efficace des parties prenantes, qui est complémentaire donc aux autres guides. Quels sont les objectifs un peu plus concrets de ce guide? Donc, le but de ce guide, c'est de pouvoir ressortir avec différentes informations, notamment qui est affecté par une politique ou une action donnée, ou qui a une influence sur cette politique ou mesure. Le guide permet également de savoir si les parties prenantes d'une politique ou d'une mesure ont été efficacement impliquées lors de l'élaboration de ces politiques et mesures. Et enfin, l'idée, c'est aussi de savoir comment rapporter sur la participation des parties prenantes. Donc, qui est concerné par ce guide? Eh bien, ce guide s'adresse à une grande variété d'institutions, un petit peu comme la majorité des méthodologies ICAT. Donc, on va avoir les gouvernements, notamment pour renforcer la participation des parties prenantes dans la conception, la mise en œuvre et l'amélioration du suivi des performances des politiques et mesures, et aussi réaliser les évaluations ex post de leur impact, mais aussi d'autres types de parties prenantes du type les organisations de la société civile, pardon, tout type de partie prenante en fait qui va être concerné par les politiques et actions dans le but de participer plus activement à la conception des politiques et mesures. Donc, ça peut également être les organismes donateurs et institutions financières, mais aussi les entreprises. On peut vouloir plus impliquer les acteurs du secteur privé, ou encore les instituts de recherche et les ONG qui, on verra, peuvent être utiles, notamment de par leur expertise particulière sur certains sujets en lien avec les politiques qu'on va élaborer. Donc, le périmètre et le champ d'application du guide. Donc là, comme je l'ai dit juste avant, c'est vraiment un guide complémentaire aux autres guides d'évaluation ICAT, donc à ne pas prendre tel quel et à vraiment mettre en place en combinaison avec les autres guides. Comme les autres méthodologies ICAT, il va couvrir l'ensemble du cycle de conception et de mise en œuvre des politiques, c'est-à-dire lors de l'évaluation, lors de la mise en œuvre et ensuite de manière ex post lors de l'évaluation de la politique. Ce guide inclut des exemples et des études de cas. Il n'y a pas un fil rouge, par exemple, comme dans le guide développement durable, mais en tout cas, il y a des exemples très concrets de mise en pratique des différents éléments que le guide présente. Aussi, c'est important de l'avoir en tête, le guide s'intéresse à quoi faire
plutôt que comment le faire. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous donner une méthodologie clé en main pour mettre en place un processus de participation des parties prenantes efficace, mais plutôt va vous donner des éléments clés auxquels s'intéresser, un peu comme une checklist qu'il faut avoir en tête pour mettre en place ce processus. Et ensuite, il va vous identifier certaines méthodologies, mais ce sera vraiment à vous de faire le choix des méthodologies et des éléments que vous souhaitez mettre en place dans votre processus de participation des parties prenantes. Et enfin, il se base sur différents principes, et là, j'y reviendrai juste après. Donc, le guide se divise en 3 parties. Ce sera aussi de la manière dont je vais diviser ma présentation par la suite. Donc, la première partie, c'est les objectifs et les concepts clés. Donc, c'est tout simplement pourquoi mettre en place une participation des parties prenantes et sur quels principes se fonder. La deuxième partie, c'est plutôt des orientations pour une participation efficace des parties prenantes, notamment quelles sont les clés pour structurer une participation des parties prenantes efficace. Donc, c'est vraiment une liste d'éléments, pas d'étapes, hein, je le rappelle, ce n'est pas une méthodologie par étape, c'est plutôt plein d'éléments différents pour structurer la participation. Et enfin, dans une troisième partie, le guide fournit des recommandations pour le rapportage de la participation des parties prenantes, c'est-à-dire donc quelles informations renseigner et comment évaluer son processus de participation des parties prenantes. Quand utiliser le guide, donc comme je l'ai dit, le guide peut s'utiliser avant la mise en œuvre d'une politique pour améliorer la conception en favorisant la compréhension, la participation et l'adhésion des parties prenantes. On y reviendra. Il peut aussi être utile lors de la mise en œuvre de la participation des parties prenantes pour améliorer la mise en œuvre de la politique, maximiser les impacts sur les émissions de gaz à effet de serre ou le développement durable. Il permet aussi de, par la suite, renforcer l'évaluation des impacts, qui, on va le voir, est itérative. C'est pour ça qu'elle se fait pendant la mise en œuvre, mais aussi après la mise en œuvre. Et donc, c'est pour ça aussi que le guide peut être utile après la mise en œuvre pour l'évaluation des impacts et aussi pour la partie gestion adaptative. Ça, on y reviendra un peu plus en détail, mais c'est le fait de capitaliser sur les bonnes pratiques pour améliorer le processus au fil du temps. Donc voilà pour la présentation vraiment générale du guide. Maintenant, je vais rentrer dans une présentation un petit peu plus détaillée, partie par partie, des différentes parties du guide. Donc, la première partie, il s'agit donc des objectifs et concepts clés en lien avec la participation des parties prenantes. Donc, les objectifs, le guide en distingue à peu près 5, voilà, de manière résumée. Mais pourquoi mettre en place une participation des parties prenantes? Pour développer la compréhension, la participation et le soutien des parties prenantes, pour ensuite renforcer la légitimité, le sentiment de responsabilité partagée et éliminer les éventuels obstacles à la mise en place de la politique. Une meilleure compréhension, ça permet aux parties prenantes de mieux adhérer à la politique et de favoriser de fait sa mise en œuvre. Donc, ça permet également d'améliorer la conception et la mise en œuvre des politiques pour renforcer leurs impacts. On essaye de prendre en compte une large partie, une large, un large panel d'acteurs pour avoir différents avis et élaborer vraiment une politique ajustée aux pratiques et aux cas de la majorité. Ça permet aussi de renforcer l'évaluation des impacts, puisque ça va améliorer l'exhaustivité de l'évaluation en intégrant des connaissances et des pratiques variées, que ce soit des expertises et des savoirs locaux ou traditionnels. Ça permet aussi de renforcer l'examen technique des rapports d'évaluation des impacts, mais aussi de faciliter l'évaluation de l'efficacité et de l'efficience de la participation des parties prenantes à la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques. Donc maintenant, si on passe au concept clé pour une participation... Oui. Henning vient de me contacter pour dire qu'il a un impératif un peu plus tard, donc il aimerait pouvoir faire le discours d'ouverture à ce Oui, moment. très bien, très Si bien, on très bien. peut... Je Henning, si m'arrête. Je reviens un petit peu vous en voulez arrière. vous connecter, Voilà. je vous donc, donne la parole.
Henning, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Est-ce que vous Ah, m'entendez? oui, Oui, très bien. Très bien, ok. Euh, donc, bonjour à vous tous et à tous les participants qui sont là. Je suis très content de revenir encore une fois aujourd'hui après le lancement de la guide sur le développement durable hier. Et bon, je vais être bref parce que vous êtes déjà en train de présenter le guide. Et ce que j'aimerais souligner, j'ai déjà commencé hier parce que hier, j'ai bien rappelé l'importance que je, je, euh, qu'il faut euh, ajouter à la participation active des parties prenantes. Donc, le guide d'aujourd'hui est bien lié au guide d'hier parce que euh, un des éléments clés de préparer une analyse des impacts sur le développement durable, c'est d'engager les parties prenantes. Et le guide que vous lancez en français aujourd'hui, là, il s'agit effectivement de donner des avis, des recommandations, comment et euh, euh, quand vous devrez euh, avancer avec l'engagement des parties prenantes. Donc, comme j'ai déjà expliqué hier, la participation des parties prenantes est un facteur clé pour assurer la transparence, pour créer une confiance et donc pour établir une base pour l'efficacité et l'ambition des actions climatiques. Et avec le, l'obligation de présenter une nouvelle version des contributions déterminées au niveau national, des CDN 3.0 cette année. Ceci est vraiment essentiel. Donc, très bien de revoir quelques des participants euh, du webinaire d'hier et peut-être quelques d'autres. Et, et j'aimerais bien expliquer pourquoi ce guide sur la participation des parties prenantes est tellement important. Aussi pour souligner ce que Ludivine a déjà expliqué, que ce guide fait partie de la série des guides de l'ICAT pour évaluer les impacts des politiques climatiques. Il y a d'autres guides dans cette série qui traitent l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre dans plusieurs secteurs. Le développement durable, c'était le guide lancé en français hier. L'intégration du niveau subnational et non étatique et euh, les changements transformationnels. Donc, il faut souligner que ces guides sont le fruit d'une collaboration avec des experts du monde entier et reflètent l'état de l'art. Il est prévu d'utiliser les guides en complément les uns à l'autre. Le guide de la participation des parties prenantes est un des guides pour soutenir un processus solide et nous vous encourageons de l'utiliser avec d'autres guides dans des travaux pour avancer l'action climat dans vos pays. L'accord de Paris n'est actuellement pas sur une bonne voie pour atteindre ces objectifs. Comme le bilan mondial a bien montré, les CDN sont insuffisantes. Et il y a deux écarts. Il y a l'écart d'ambition et l'écart d'implémentation. Et de nombreux pays, y compris
des pays représentés aujourd'hui dans le webinaire ont signalé un écart significatif dans la mise en œuvre des 2 premiers CDN. On a même constaté un peu une frustration qu'il n'y avait pas vraiment un suivi des CDN 1 ou 2. On a constaté 2 défis majeurs. Premièrement, un défi à mobiliser le financement climatique. Et deuxièmement, et ce est bien lié au guide qu'on lance aujourd'hui, un écart dans l'implication des parties prenantes au niveau national. Bien sûr, à commencer par les ministères responsables des politiques sectorielles nécessaires à l'avancement à l'action climatique. Donc, ceci c'est pour cela que ce guide qu'on lance aujourd'hui en français est vraiment essentiel. La réussite de l'action climat repose sur une implication solide et efficace des parties prenantes à chaque étape. C'est un enjeu transversal qui doit être intégré dans la conception, la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation des politiques et des actions climatiques. Comme les présentations vont vous expliquer, ce guide donne des suggestions comment organiser cette participation des parties prenantes. Il faut, comme les guides expliquent aussi, accorder une attention particulière aux populations marginalisées ou groupes spécifiques tels que les femmes, les peuples autochtones et les communautés locaux. Ceci peut être un facteur déterminant du succès des politiques et donc de la formulation et de la mise en œuvre réussie des CDN. Donc, je vais juste terminer par souligner qu'une action climatique efficace nécessite un processus inclusif et transparent. Et ce guide qu'on lance en français aujourd'hui permet aux pays d'intégrer une participation constructive des parties prenantes à toutes les étapes des politiques climatiques. La participation des parties prenantes ne peut pas être seulement une simple formalité. Elle doit construire la confiance, l'approbation et en particulier l'engagement dans les politiques et transformations des économies et des sociétés. Elle va améliorer l'efficacité des politiques grâce aux connaissances locales et traditionnelles, et elle peut assurer la responsabilité et la légitimité. Encore une fois, j'aimerais bien remercier l'équipe du CETEPA pour le travail qu'ils ont fait et vous remercier tous pour nous joindre et pour vous engager en continu en faveur d'une transparence efficace qui va nous soutenir pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eline. Et en effet, c'est une transition parfaite avec finalement la partie que j'allais commencer sur les grands principes, les concepts clés qui sont à la base en fait de ce guide et qui font le lien en effet avec les
politique climatique qu'il faut pouvoir mettre en place de manière efficace et la raison pour laquelle, du coup, on doit intégrer les parties prenantes dans ces processus pour faire en sorte que ces politiques soient véritablement efficaces et pérennes sur le long terme. Donc, si je reprends au niveau des concepts clés, quelques définitions pour que vous ayez bien en tête en fait d'où on part et de savoir de quoi on parle. Au niveau des parties prenantes, ce sont en fait les individus, les organisations ou les communautés directement ou indirectement affectées par une politique et ou qui exercent un pouvoir sur celle-ci. Par ailleurs, les individus ou groupes marginalisés, ce sont ceux qui ont peu ou pas d'influence sur les processus décisionnels. Ils sont souvent ignorés, mal représentés ou sous-représentés. Ils ne s'opposent pas aux parties prenantes, attention. Justement, l'idée, c'est de mieux les intégrer aux parties prenantes pour qu'ils fassent véritablement partie des processus d'élaboration des politiques et que leur avis soit intégré ainsi que leur contexte socio-culturel parfois particulier pour éviter qu'il n'ait plus d'impact négatif sur ces groupes. Par ailleurs, par participation, qu'est-ce qu'on entend? C'est un processus permettant aux parties prenantes de comprendre et d'influencer les décisions et les processus susceptibles de les concerner ou de les affecter. Et donc, le guide, vous allez voir, il définit en fait différents degrés d'implication et d'influence des parties prenantes qui vont orienter la manière dont on va impliquer les parties prenantes. Là, vous avez un petit tableau explicatif, mais en fait, en fonction de si on a un faible niveau de participation des parties prenantes, plutôt un faible degré d'implication et d'influence, ça va engendrer par exemple un faible niveau de participation où on va simplement informer ou consulter les parties prenantes. Alors que plus le niveau est élevé en termes d'implication et d'influence, plus on va les amener à collaborer vraiment directement dans l'élaboration des politiques et à même les responsabiliser, à leur confier certaines prises de décision pour les impliquer directement dans le processus. Par ailleurs, au-delà de la participation, il faut que celle-ci soit efficace. Et en fait, elle est efficace lorsque les parties prenantes ont un impact significatif sur les décisions, c'est-à-dire lorsque leurs avis sont véritablement pris en compte et que ça se voit lors de l'élaboration de la politique. Pour ça, il est donc important que les processus reconnaissent et communiquent sur les besoins et intérêts de toutes les parties prenantes, qu'ils les impliquent dans la définition de leur mode de participation, on verra un petit peu ça après, leur fournissent les informations et les ressources nécessaires pour participer, et aussi leur expliquent de quelle manière leurs contributions ont influencé les décisions prises, c'est-à-dire rendre des comptes, leur dire, bon, bah voilà, vous avez donné votre avis et c'est de cette manière qu'on l'a pris en compte. On verra ça un petit peu plus tard. Trois autres concepts. Donc, on a l'inclusion, c'est-à-dire l'idée d'inclure tout le monde de manière équitable, les hommes, les femmes, les jeunes, par exemple, les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées, etc. Donc, tout le monde doit avoir la possibilité et la capacité de participer de manière efficace et équitable. La transparence, c'est aussi un principe clé lors de la participation des parties prenantes, c'est-à-dire que les informations doivent être diffusées en fait à toutes les parties prenantes, accessibles au public et présentées de manière compréhensible et fournies à l'avance. Donc ça, on le verra un peu plus tard en détail, mais l'idée, c'est vraiment aussi de s'adapter au public pour que tout le monde soit capable de prendre des décisions en pleine conscience et en ayant vraiment un très bon aperçu des enjeux de la politique. Ce qui est aussi important, c'est la réactivité. C'est-à-dire que il faut pouvoir ajuster la politique en fonction des contributions des parties prenantes, avec un traitement des demandes d'information et des réclamations de façon impartiale et surtout dans les plus brefs délais. Et puis enfin, deux derniers concepts, et puis après on passera aux éléments clés du guide.
La responsabilité, l'idée, c'est d'établir un petit peu des structures de gouvernance claires et des processus bien définis pour la prise de décision, la supervision et la résolution des plaintes, avec des mécanismes de recours appropriés. Euh, donc voilà, et bien évidemment, baser tout ça sur le respect des droits. Euh, en reconnaissant notamment, enfin en portant une attention particulière aux groupes marginalisés et aux groupes particulièrement affectés par la politique en cours d'élaboration. Et donc les droits, ça peut être aussi bien des droits procéduraux, par exemple le droit à l'information ou à l'accès à la justice si on a une réclamation à faire sur une politique, et aussi des droits substantiels comme les droits coutumiers et les droits statutaires. Donc voilà pour les concepts. Je vais maintenant passer aux éléments clés pour une participation efficace des parties prenantes. Bon. Donc, comme je l'ai rappelé au début, contrairement au guide du développement durable, par exemple, que Juliette vous a présenté hier, là, ce n'est pas vraiment des étapes à suivre, même si on va voir si elles ressemblent un petit peu. Mais en fait, c'est plus une liste d'éléments clés pour vous orienter pour la mise en place d'une participation efficace des parties prenantes et toujours à intégrer à intégrer en combinaison avec les autres guides ICAT. Voilà, c'est toujours important de garder ça en tête. Donc, le premier élément, c'est l'idée de planifier la participation efficace des parties prenantes. Donc là, il s'agit de définir les activités, les méthodes, les délais, les rôles, les responsabilités et les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs fixés de manière efficace et efficiente tout au long du cycle de conception et de mise en œuvre des politiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, l'idée, là, c'est d'abord d'identifier les objectifs de la participation des parties prenantes, c'est-à-dire s'assurer d'abord que, enfin, voilà, identifier pourquoi on souhaite mettre en place une participation des parties prenantes. Est-ce que c'est pour s'assurer que le processus d'élaboration de la politique repose sur une compréhension de l'ensemble des points de vue, des connaissances et des intérêts des parties prenantes? Est-ce que c'est plutôt pour renforcer les liens entre les parties prenantes, pour permettre un apprentissage mutuel aussi et la compréhension des perspectives des autres? Voilà. L'idée, c'est vraiment d'identifier dès le départ pourquoi on souhaite faire ça, pour savoir ensuite comment on va mettre en place le processus et où est-ce qu'on souhaite aller, quels résultats on veut obtenir à la fin. Il y a aussi l'importance du fait que le mandat pour mener la participation des parties prenantes doit être clairement défini et attribué par l'entité en charge de l'élaboration de la politique. Une fois qu'on a en fait en tête un peu ces objectifs généraux pour le processus de participation, l'idée c'est d'élaborer tout simplement un plan de participation des parties prenantes. De quelle manière on va les engager, quand, comment, etc. Donc ce plan, il faut qu'il débute dès le lancement de la planification de la politique, donc avant sa mise en œuvre, lors de l'élaboration, et il va se poursuivre de manière active et itérative. Ça, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. L'idée, c'est de proposer des ajustements au fil du temps parce que le périmètre peut changer, les échéanciers aussi, etc. Donc, vraiment être flexible et prendre en compte des éventuelles améliorations au fil du temps. Ce plan, il doit bien sûr identifier des approches sensibles au genre et adaptées au contexte socio-culturel pour intégrer évidemment les groupes marginalisés. Et l'idée, c'est aussi évidemment de se baser sur l'existant. Donc, utiliser autant que possible les structures et les processus de consultation et de participation déjà en place, ayant fait leurs preuves en termes d'efficacité et de légitimité. Ça permettra de mobiliser plus facilement les parties prenantes, de les mettre peut-être aussi plus en confiance et d'être aussi un peu plus sûr du résultat qu'on va obtenir de ce processus de participation. Ce plan va inclure évidemment une liste de mesures qui assure que la participation soit libre de toute manipulation, ingérence, coercition ou discrimination. Et il veille, ça on le verra un peu après, à ce que l'ensemble des parties prenantes soient identifiées. Donc ce plan, l'idée c'est d'avoir une approche, comme je disais juste avant, itérative de la planification. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire
réviser le plan de participation après chaque phase de mise en œuvre pour avoir en fait des retours des parties prenantes et éventuellement ajuster au fur et à mesure. Ça passe aussi au-delà de la révision par un suivi et une évaluation avec des ajustements continus des plans afin de maintenir une certaine flexibilité face aux incertitudes. On met en place des petits indicateurs qui vont nous permettre de savoir si on continue à aller dans le bon sens ou si on commence un peu à dévier de l'objectif. Et là, il faut réajuster le plan notamment. L'idée, c'est aussi de mettre en place des mécanismes de retour des parties prenantes pour identifier aussi les axes d'amélioration et mettre en place des solutions adaptées. Ça, c'est un élément qui est détaillé tout à la fin du guide et que je présenterai après. Et puis, ce que je disais juste avant, la plupart des initiatives évoluent au fil du temps, que ce soit le périmètre d'un projet, les ressources humaines et financières ou les échéances. Voilà. Une fois que cette planification est bien cadrée, c'est aussi important, et c'est pour ça que aussi je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'étape, parce que vous pouvez tout à fait faire ce deuxième élément avant la planification. Voilà, il n'y a vraiment pas d'ordre, c'est vraiment une liste d'éléments clés. Mais en tout cas, c'est aussi important d'identifier et d'analyser les parties prenantes pour que le processus soit le plus efficace possible et apporte vraiment quelque chose à l'élaboration de la politique. Donc, pourquoi c'est important, cette identification? Ça permet de savoir quelles parties prenantes ont un intérêt ou un droit à participer à la politique et l'ajuster pour limiter les impacts négatifs, ajuster la politique. Ça permet aussi de comprendre le pouvoir et l'influence des parties prenantes sur la politique afin de susciter leur adhésion. C'est-à-dire, et ça j'expliquerai un tout petit peu plus après, mais que les parties prenantes, certaines vont avoir un pouvoir d'influence qui pourrait par exemple bloquer un processus d'élaboration de politique. Donc l'idée, c'est de les intégrer, par exemple, au processus pour faire en sorte qu'elles adhèrent un peu plus à la politique et qu'elles évitent de créer des blocages. Et évidemment, ça permet d'avoir en fait une liste de parties prenantes et de vérifier si cette liste, elle va être inclusive et elle va aussi comprendre la capacité des individus, des individus et des groupes, pardon, à participer et ajuster peut-être les modalités en fonction des profils de chacun. Le guide propose des critères d'identification des parties prenantes. Donc là, de manière générale, c'est toutes les personnes ou groupes qui peuvent avoir un impact direct sur la conception, la mise en œuvre ou l'évaluation de la politique, mais aussi celles qui sont affectées directement ou indirectement par la politique. Et enfin, les parties prenantes peuvent aussi avoir un simple intérêt dans la politique, notamment ceux qui apportent une expertise. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui vont être impactés directement, mais ça va être des experts dans leur domaine. Et il se trouve que ce domaine, c'est le sujet de la politique. Et donc, ça va être intéressant d'avoir leur avis dans le processus de consultation pour éclairer les parties prenantes et améliorer l'élaboration de la politique. Donc voilà, le guide élabore bien évidemment de manière plus détaillée ces critères d'identification. Et il propose aussi des méthodes pour l'identification des parties prenantes. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a par exemple l'autosélection, c'est quand les parties prenantes se désignent elles-mêmes. Par exemple, il y a une annonce à la radio, on cherche telle personne pour participer, et puis voilà, les personnes d'elles-mêmes, elles disent, OK, moi je suis partante. On a les experts, c'est ce que je disais avant. Les autres parties prenantes, là, c'est quand les parties prenantes désignent elles-mêmes d'autres parties prenantes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Les registres écrits et données démographiques comme les recensements, les comptes rendus oraux ou écrits d'événements majeurs. Ça, c'est potentiellement ceux qui ont été impactés par un événement majeur. Et ensuite, la politique est censée réparer et empêcher peut-être la survenue de cet événement majeur. Et donc, avoir des retours d'expérience, ça peut être intéressant pour élaborer au mieux la politique. Et des listes de contrôle aussi. Donc ça, le guide en propose une très longue que j'ai pas pu mettre en entier ici, mais là, vous avez un petit peu le début de la liste. C'est l'idée d'avoir un petit peu tous les profils de personnes qu'on va chercher à impliquer dans le processus, que ce soit les individus, les autorités traditionnelles et locales, les institutions, les ONG, etc. Voilà. Vraiment, là, il n'y a que 10 points, mais en vérité, il y en a beaucoup plus. Et le guide fournit vraiment plusieurs exemples très clairs sur les méthodes pour l'identification des parties prenantes.
Une fois qu'on aura identifié les parties prenantes, l'idée, c'est d'analyser le profil et les caractéristiques des parties prenantes. Parce qu'en fonction, on ne va pas les impliquer de la même manière. C'est ce que je disais au tout début. Donc, analyser le profil, ça va être, est-ce qu'elles ont une bonne connaissance des enjeux relatifs à la politique? Est-ce qu'elles ont une relation quelconque avec l'élaboration de la politique? La manière dont ils vont être impactés par la politique, la capacité à faire avancer ou ralentir l'élaboration de la politique, ou encore le type d'organisation ou le contexte socioculturel auquel elles se rattachent, qui va peut-être aussi influencer leur rapport à la politique. Euh, et donc, cette analyse, elle va être poursuivie par une cartographie. Ça, vous êtes sûrement déjà familier de ce type de processus, mais ça vise à hiérarchiser les parties prenantes et à identifier les approches appropriées pour leur participation. Donc là, vous avez un exemple d'un diagramme dit arc-en-ciel qui va permettre de placer les parties prenantes en fonction de leur degré d'influence sur la politique et aussi de la manière dont elles sont affectées. Voilà. Vous avez la possibilité de placer les parties prenantes sur ce diagramme. Le guide présente aussi, et je trouvais cet exemple très intéressant, la matrice des parties prenantes. Ça va permettre de classer un peu comme le diagramme avant, mais de manière un peu plus précise, les acteurs en fonction des niveaux d'intérêt et de pouvoir d'influence. Donc là, en fait, par exemple, en haut à droite de cette matrice, on place les personnes qui ont un fort intérêt et une forte influence. Et en fait, ce sont des personnes qui vont avoir un rôle clé. Et donc, il faudra nouer des bonnes relations avec ces personnes, les intégrer assez fortement au processus de participation des parties prenantes, parce que ce sont des personnes clés, en fait, pour l'élaboration de la politique. Si elles ont un fort intérêt mais une faible influence, ça c'est souvent le cas des groupes marginalisés. Là, dans ce cas-là, c'est des parties prenantes dites à protéger. Donc, il va falloir les faire participer, mais veiller vraiment à ce que leur capacité à participer soit renforcée. Parce que parfois, ils n'ont pas les moyens peut-être de se déplacer pour aller sur place sur le processus de consultation, ou ils n'ont pas le temps, etc. Donc, voilà, protéger ces parties prenantes pour les faire participer. On a aussi celles qui ont plutôt un faible intérêt et une forte influence. Donc, elles regarderont peut-être la politique un peu plus de loin, mais si à un moment un élément les interpelle, elles ont quand même un pouvoir de blocage. Donc, il faut les suivre de près et les garder dans le processus de participation. Et enfin, on a celles qui ont plutôt un faible intérêt et une faible influence. Et là, c'est plutôt un suivi limité à effectuer et un faible engagement nécessaire. Donc là, on va le voir, ces 4 catégories, ça va permettre d'identifier la manière dont on va impliquer directement les parties prenantes. Et donc, ici, en fait, c'est la même matrice, juste on a remplacé les rôles par la manière dont on va les impliquer. Donc, en fait, plus ils ont une forte influence, plus on va les responsabiliser, collaborer, ce que je disais en fait tout au début. Et les personnes qui ont vraiment peu d'intérêt et peu d'influence, eh ben, on va juste les informer. Je ne sais pas, via une notification, enfin une communication sur Internet ou quelque chose comme ça, mais pas les impliquer directement dans le processus. Donc voilà, le guide vous fournit vraiment des études de cas pratiques, notamment sur le Kenya, qui est très intéressante, mais que je n'ai pas pu forcément présenter là aujourd'hui, c'était un peu long. Mais en tout cas, tout est très bien décrit dans le guide. Après, là, les 2 dernières petites sous-étapes, c'est qu'une fois qu'on a identifié les bonnes parties prenantes, parfois les groupes de parties prenantes sont trop larges pour que tout le monde puisse participer. Donc, il faut identifier des représentants, en fait, de ces parties prenantes pour faciliter la participation. Ils vont se faire un peu le relais des informations identifiées dans le processus. Et enfin, ce que je disais, donc les parties prenantes à protéger, il faut favoriser les opportunités de participation et réduire les obstacles. Les obstacles, donc ça peut être la capacité à avoir les bonnes informations pour participer. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont qui ont moins accès à une éducation et donc qui peuvent moins maîtriser certaines informations, donc il faut pouvoir les former. L'accessibilité, c'est plus une accessibilité un peu physique. Est-ce qu'on va faire de la visio? Est-ce qu'on va faire du présentiel? Est-ce qu'il y a des problèmes Internet? Parce que ça peut réduire du coup la participation, tout ça.
les obstacles, ça peut être bien sûr les ressources financières, le calendrier, tout simplement, les gens ne sont pas disponibles ou n'ont pas les moyens de se rendre sur place. Et encore, ce que je disais, c'est un peu en lien avec la capacité, mais l'information, de quelle manière elle va être diffusée, est-ce qu'elle vraiment elle va toucher tout le monde et est-ce que tout le monde est en mesure de saisir les informations. Donc voilà pour cette deuxième grosse étape, gros élément, pardon. Un autre élément important qui est mis en évidence dans le guide, c'est la mise en place des instances multipartites. En fait, c'est tout simplement des réunions régulières de personnes qui vont représenter différents groupes et qui vont discuter. L'objectif, c'est faciliter la participation, la contribution et l'influence des parties prenantes pour atteindre l'objectif visé et mettre en œuvre une stratégie. Donc, ça va permettre un peu des efforts conjoints pour traiter des enjeux communs et surtout, évidemment, ça offre un espace de dialogue et d'apprentissage mutuel pour guider, orienter la prise de décision. Donc là, le guide définit un petit peu de manière beaucoup plus détaillée que ça, mais les caractéristiques des instances multipartites. Mais ça, vous êtes déjà, je pense, familier déjà avec ça. Donc on a celles qui vont être plus formelles et institutionnalisées, par exemple mise en place à l'échelle étatiques avec des commissions qui ont des rendez-vous très périodiques avec des objectifs très, très ciblés. Parfois, ça peut être plus informel, mais toujours institutionnalisé, avec un réseau flexible qui se rencontre pas forcément à date fixe, mais de manière moins régulière, mais néanmoins coordonnée. Elles peuvent être aussi formelles, mais plus ponctuelles, par exemple avec un comité consultatif qui aura un mandat limité dans le temps pour atteindre un objectif spécifique. Et plus informel et ponctuel, ça c'est par exemple les groupes de la société civile qui vont discuter et essayer d'influencer une question spécifique. Et puis après, donc le guide va identifier en fait les différentes étapes pour mettre en place ces instances multipartites. Que ce soit la définition du mandat, des objectifs, des rôles, du périmètre des instances multipartites. Définir aussi la composition, les procédures et les processus décisionnels, c'est-à-dire de quelle manière cette instance va se regrouper, de quelle manière elle va voter à la majorité, etc. Voilà, définir un petit peu tout ça et bien sûr élaborer un plan et un agenda pour l'instance multipartite et soutenir la fonction de l'instance multipartite. Un quatrième élément très important, c'est l'idée d'informer les parties prenantes. Donc de diffuser activement les informations et les rendre publiques. C'est-à-dire que pour mobiliser les parties prenantes, il faut les informer sur leur intérêt aussi à participer. Donc c'est la manière dont elles pourraient être affectées par une politique. Et aussi, ce que j'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure, c'est de garantir en fait une bonne compréhension des enjeux basés sur des informations fiables pour l'ensemble des parties prenantes. Essayer d'avoir un peu une équité en fait à ce niveau-là. Pour informer les parties prenantes, le guide rappelle les principes de base, c'est-à-dire avoir un délai opportun, donc recevoir les informations à l'avance et pas la veille pour le lendemain, pour être sûr que toutes les parties prenantes sont bien là le jour J et qu'elles peuvent participer dans des bonnes conditions. La pertinence, c'est-à-dire que les informations fournies doivent permettre aux parties prenantes de se préparer à participer de manière efficace. Donc, d'une part, il faut qu'elles soient adaptées à chaque profil de partie prenante, mais aussi que ces informations ne soient pas biaisées, qu'elles soient objectives, impartiales et sans parti pris. C'est vraiment des informations qui ne doivent pas provenir de certains lobbies, par exemple, etc. Elles doivent vraiment se baser sur des faits réels et leur présenter les choses telles qu'elles sont pour qu'elles puissent développer leur propre point de vue, quel qu'il soit en fait. On ne va pas chercher à influencer le processus. Et enfin, l'exhaustivité, c'est-à-dire que les informations doivent couvrir tous les sujets pertinents pour être sûr que les parties prenantes savent quel sujet pourrait éventuellement les intéresser et pas qu'elles loupent certains sujets. Et puis enfin, ça c'est toujours c'est dans la même veine. L'idée c'est le guide fournit aussi des lignes directrices pour donner des informations accessibles et adaptées à chaque groupe de parties prenantes.
Il propose aussi des recommandations pour répondre aux questions et aux demandes d'information. Et il présente aussi des manières de diffuser l'information, la manière dont vous pouvez le mettre en place. Avant-dernier élément clé, avant de passer au rapportage, comment conçoit-on et mène-t-on des consultations? Bon, là, en fait, c'est tout simplement le processus. Une fois qu'on a identifié les parties prenantes, mis en place tout le cadre nécessaire à une bonne participation des parties prenantes, il faut mener les consultations. Et donc, il faut informer les parties prenantes et leur offrir l'opportunité d'exprimer leurs besoins et leurs intérêts en lien avec la politique concernée. Et tout ça, ça va renforcer la transparence du processus d'élaboration de la politique et ça va instaurer une certaine confiance et une compréhension commune des enjeux. Donc là, le guide, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail non plus, mais il fournit une liste de méthodes pour mener des consultations. En fait, c'est des méthodes assez simples, mais simplement, vraiment, il met en lumière les avantages de chaque méthode. Que ce soit les réunions publiques, quand par exemple on veut qu'un ensemble assez large de personnes soit informé, ou des ateliers, quand on souhaite avoir par exemple des retours peut-être plus structurés des parties prenantes. Il propose aussi les entretiens approfondis, quand on veut avoir des expertises précises, ou des retours d'expérience, ou encore des évaluations via des questionnaires par les parties prenantes. Donc, une fois qu'on a défini la méthode pour mener les consultations, il faut les planifier. Donc, définir les objectifs clairs et le périmètre de consultation. Identifier les groupes de parties prenantes. Ça, c'est l'élément qu'on avait vu un peu avant. Et adapter les méthodes de consultation aux groupes de parties prenantes identifiés. Voilà, jusque-là, c'est un peu ce que j'ai dit un peu avant. Planifier les consultations. Ça peut se faire à chaque étape de l'élaboration de la politique. Donc, on peut les consulter avant la mise en œuvre pour discuter un peu enjeux, problématiques, les défis et les opportunités de la politique et les options qui sont envisageables. On peut les consulter également au cours de la mise en œuvre. Pour avoir peut-être une consultation sur les plans de mise en œuvre, les résultats éventuels et les impacts de la politique peut-être en cours pour éventuellement l'ajuster avant la fin de la mise en œuvre. Parce qu'après la mise en œuvre, là, c'est plutôt la consultation sur les méthodes de suivi, les résultats obtenus et les enseignements tirés pour des améliorations potentielles. Ensuite, bon, là, le guide fournit également des informations sur la manière de mener des consultations. Il fournit également des mécanismes, il décrit également des mécanismes de retour pour les consultations en cours, que ce soit des retours classiques avec des informations renvoyées par les parties prenantes ou des plaintes. Et ça, on va le voir dans l'élément un peu juste après, pour le dernier élément. C'est-à-dire, en fait, c'est un problème, une réclamation qu'un individu ou un groupe souhaite voir traité et résolu. Et ça nécessite vraiment tout un processus à mettre en place pour prendre en compte ces plaintes. Et puis, il mentionne la nécessité de documenter la manière dont les retours ont été pris en compte. Dernier élément clé, c'est donc ce que je disais juste avant, la mise en place des mécanismes de gestion des plaintes. Donc, ce sont des systèmes formels qui vont permettre aux parties prenantes de signaler toute plainte relative à la conception, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques. L'idée, dans l'idéal, c'est d'avoir une intégration efficace dans le système juridique national et des directives claires pour l'orientation des plaintes. Ça permet aussi de garantir la redevabilité auprès des parties prenantes. C'est-à-dire, on élabore une politique, mais si elle a des impacts négatifs sur vous, on va faire en sorte de l'ajuster parce que ça s'applique à tous les citoyens et donc les citoyens ont le droit à ne pas avoir d'impact négatif de la politique sur eux. Et ça sert aussi de système d'alerte précoce, c'est-à-dire qu'en cours de mise en œuvre, on peut avoir des retours et donc identifier des problèmes et donc combler les lacunes rapidement. Et ce que je disais assure le respect des droits et permet de lutter contre la corruption.
Donc là, vraiment, le guide est très détaillé sur ce point. C'est très intéressant sur la manière de définir le type et le périmètre du mécanisme de gestion des plaintes, que ce soit des mécanismes de résolution au niveau communautaire, au niveau des institutions internationales, nationales, via des lignes d'assistance, etc. Voilà, le guide décrit vraiment tous les types de mécanismes possibles et leurs avantages. Il propose également des méthodes pour mettre en place des canaux accessibles pour déposer des plaintes et présente les informations vraiment nécessaires à communiquer lorsqu'on souhaite faire connaître le mécanisme de gestion des plaintes. C'est-à-dire, il faut que le mécanisme soit public et qu'une fois que les personnes y ont accès, elles savent comment procéder. Donc, c'est-à-dire qui peut déposer une plainte, où, quand, comment, le périmètre, les délais, les étapes, les procédures, et puis les types de réponses, les protections offertes, voilà, etc. Et ensuite, donc, elle fournit un exemple d'étapes de traitement des plaintes, entre l'enregistrement de la plainte, l'évaluation de la recevabilité de la plainte, l'analyse de l'information, la solution éventuellement proposée, la communication dessus, la clôture du dossier et les éventuels appels, si c'est de l'ordre juridique. Et enfin, donc elle propose des éléments pour savoir comment suivre les plaintes reçues pour identifier les problèmes récurrents et les tendances possibles, mais aussi évaluer la performance globale du mécanisme de gestion des plaintes, ainsi que son respect des principes d'équité, d'impartialité, d'accessibilité et de réactivité. Tout ça dans le but final d'assurer le bon fonctionnement des mécanismes de gestion des plaintes. Donc voilà, ça c'était vraiment la grosse partie du guide sur les éléments clés pour mettre en place un processus de participation efficace des parties prenantes. Et donc, une fois que vous avez passé en revue tous ces éléments clés, la dernière étape du guide, c'est une partie plus conseil pour un rapportage efficace de la participation des parties prenantes. Là, vous allez voir, c'est assez rapide. Donc, le rapportage, comme vous le savez, c'est simplement le fait de rapporter des informations publiquement pour communiquer sur les actions mises en place. Et ça permet de rassurer les parties prenantes sur le respect du plan de participation qui a été convenu ou publié et justifier les éventuelles modifications apportées à ce plan de par les retours des parties prenantes, etc. Et ça permet évidemment, au-delà du rapportage, d'évaluer dans quelle mesure les recommandations sur la participation des parties prenantes ont été suivies et permettent d'assurer un rapportage transparent et une gestion adaptative. Donc là, le guide est assez détaillé également sur les informations à rapporter. Donc là, c'est vraiment un résumé. Mais en fait, élément clé par élément clé, il identifie les informations pertinentes à rapporter. Donc sur la planification, eh bien, il faut fournir des informations sur les objectifs de la participation, fournir le plan de participation et les informations sur la mise en œuvre. Dans l'identification et l'analyse des parties prenantes, là, simplement, il faut communiquer sur les méthodes et les résultats d'identification des parties prenantes, mais aussi sur les processus et les résultats d'identification des représentants des parties prenantes. Sur la mise en place des instances multipartites, là, il faut présenter tout simplement les mandats, les rôles, le périmètre, etc. et les informations, les procédures sur le bon fonctionnement des instances multipartites. Sur l'information des parties prenantes, il faut communiquer sur les méthodes de diffusion de l'information et donner un aperçu des informations communiquées, et également évaluer les informations reçues par les parties prenantes. Enfin, sur la conception et le fait de mener des consultations, là également, il faut renseigner les méthodes et faire un résumé des contributions des parties prenantes et la manière dont elles ont été prises en compte. Et enfin, sur la mise en place des mécanismes de gestion des plaintes, là, l'idée, c'est de faire un résumé des mécanismes en place et de donner des informations sur le nombre et le type de plaintes reçues, les méthodes utilisées pour les résoudre et les ajustements qui en ont découlé. Le guide
fournit aussi des informations sur l'évaluation du processus en lui-même. Donc, évidemment, il promeut l'évaluation participative pour que les parties prenantes puissent aussi fournir elles-mêmes des éclairages et valider les conclusions. Donc, c'est un peu un cercle vertueux. Et il donne notamment l'exemple là du Malawi, que je vous ai mis en image ici, qui a mené une évaluation participative de la participation des parties prenantes dans le cadre de sa politique nationale de gestion du changement climatique. Donc voilà, et à la fin, le guide fournit des informations sur la manière dont on peut mener un examen technique en lien avec les parties prenantes partenaires ou avec des experts externes. Voilà pour cette grosse présentation. J'ai pas forcément laissé le temps aux questions pendant la présentation parce que je me suis dit que voilà, ça s'y prêtait pas forcément. Mais là, maintenant, c'est le temps pour les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et Hortense, je te laisse démuter, me faire le relais des questions. Oui, alors merci beaucoup Ludivine, merci beaucoup Henning aussi pour les mots du début. Nous n'avons pas de questions nécessairement dans le chat, mais je vois que nous avons une personne qui lève la main. Je vais donc donner les autorisations. Alors maintenant, Hassan Idriss, est-ce que vous pouvez essayer de vous démuter? Oui, Ah, bonjour, merci. enchanté. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, je vous remercie. C'est une belle présentation et on a eu beaucoup d'informations sur les 7 guides de parties prenantes. Mais peut-être j'ai pris le train en marche. Je n'ai pas entendu la gestion de parties prenantes. Ça, c'est ma première question. Et je n'ai pas vu un diagramme ou matrice qui fait l'influence de pouvoir des parties prenantes et l'intérêt des parties prenantes. Donc, vraiment, c'est ça qui m'étique un peu. Je voudrais poser la question. Merci, madame. Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, si vous êtes arrivé en cours de route, vous avez peut-être loupé un petit peu le début, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, la présentation vous sera recommuniquée à la fin. Là, sur la matrice des parties prenantes, vous voyez, je l'ai présentée avec les différents niveaux d'intérêt, de pouvoir, d'influence, etc. Ok. Voilà, c'est Ça, ça. c'est bien. Ouais. Mais la gestion, l'aspect gestion Alors des parties après, prenantes. l'aspect gestion, je ne sais pas ce que vous entendez par gestion. Est-ce que c'est la planification de la participation ou la gestion des retours? Comment gérer l'influence, l'engagement de tous ces parties prenantes-là, c'est ça, si je parle de la gestion, ok? Ouais. Et ben en fait, tout ça, c'est pris en compte un peu tout au long des éléments clés. Il n'y a pas un élément clé précisément sur la gestion, mais en fait, Oui. l'idée, c'est d'adapter les processus en fonction des parties prenantes identifiées. Donc là, c'est bien décrit en fait tout au long du guide dans la manière dont on va identifier les parties prenantes, dans la manière dont on va les impliquer. On va mettre en place en fait tout simplement des méthodes différenciées. Mais c'est pas, il n'y a pas un élément clé qui présente cette gestion des parties prenantes, mais en fait, c'est tout au long du guide. Donc, il y a l'identification des parties prenantes où on va identifier les différents groupes et ensuite adapter les modes de consultation. Et aussi, ce que je présentais à la fin, ça en fait partie au niveau des retours des parties prenantes. Le guide présente vraiment la manière d'avoir des retours d'informations des parties prenantes pour pouvoir améliorer en fait le processus au fur et à mesure. J'y viens. Je suis désolée, la présentation est un peu longue. Voilà ce qu'on appelle les mécanismes de gestion des plaintes, que ce soit juste des retours ou aussi des plaintes. Voilà, le guide en fait, il vous aide un petit peu à gérer ces parties prenantes en fonction des différents éléments. Donc voilà. Oui. Une petite précision encore, je voudrais savoir. Vous avez parlé au niveau de l'identification et analyse des parties prenantes. Vous avez dit que des parties prenantes, identification des parties prenantes ayant un droit. Je ne sais pas quel genre de droit que ces parties prenantes ayant, par exemple, dans une gestion de projet, ils sont consultés, ils sont impliqués et leur décision sera mise en œuvre. Mais je ne sais pas, maintenant vous avez dit qu'ayant droit à cette partie prenante. Quels sont Parce que leurs droits vraiment absolus que pour eux dans cette... Merci. Pas de souci. Alors là, en fait, le guide, évidemment, il ne s'applique pas à un pays ou une région en particulier, mais il y a des pays où, par exemple, la consultation publique des parties prenantes, dans le cadre de la Oui. mise en place d'un projet, elle est obligatoire.
Et donc, du coup, là, ça devient un droit, en fait, pour les parties prenantes d'avoir accès à certaines informations pour pouvoir communiquer leur avis sur la politique. C'est plutôt dans ce sens-là. Est-ce que c'est obligatoire de consulter certaines parties prenantes? Et dans ce cas-là, comment on fait en sorte que ces parties prenantes puissent participer parce que c'est leur droit, en fait, de participer à certaines consultations publiques. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. OK, d'accord, merci. Merci à vous. Je précise aussi pour la gestion des parties prenantes, nous avons aussi le chapitre 8 du guide qui s'appelle Concevoir et mener des consultations. Donc là, il y a peut-être des détails un peu plus concrets sur comment gérer ces consultations. Ouais. Oui, ça OK. c'est la partie 5 ici, mais oui. Oui. C'est ça. Et maintenant, je vais laisser la parole à Alassane Diallo. Alors, je autorise le micro et la caméra. Si vous voulez vous mettre en audio et partager votre question, Alassane Diallo. On s'est parlé sur le chat. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci Enchantée. beaucoup d'avoir participé à ce webinaire assez important et capital. Moi, je voulais savoir, est-ce que ce guide est utilisé dans le cadre de la mise en œuvre de la RED+? Parce qu'au niveau de la RED+, les parties prenantes constituent l'épine dorsale de la mise en œuvre de la RED+. Est-ce que ce guide est utilisé pour pouvoir identifier les parties prenantes pour la bonne marche, pour la bonne mise en œuvre de la RED+? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Alors, moi, je ne travaille pas directement sur des projets RED+, donc je ne vais pas pouvoir vous dire s'il y a des projets RED+, qui utilisent ce guide. En revanche, il est tout à fait possible de l'utiliser dans le cadre de projets RED+. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué au tout début de ma présentation, je ne vais pas y revenir parce que ça va être trop long à remonter. Et de toute façon, vous l'aurez, on va vous la communiquer. Mais en fait, le guide mentionne des exemples où des comités consultatifs sont mis en place dans le cadre de projets RED+. Donc voilà, le guide a aussi utilisé peut-être des bonnes pratiques déjà mises en place dans le cadre de certains projets. Donc voilà, je ne sais pas si le guide, là, tel qu'il est, il est déjà utilisé dans le cadre de projets RED+, mais en tout cas, c'est possible et il s'en est déjà inspiré. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Ludivine, nous avons une question sur le chat, mais je crois que ça va peut-être être plus pour ICAT. Donc, si nous avons encore des représentants d'ICAT parmi nous, une question de Joseph Badevokila qui nous dit qu'il a beaucoup de questions en tête. Donc, Joseph, je vous en prie, vous pouvez démuter votre micro, il n'y a pas de souci. Mais notamment deux questions. Est-ce qu'il y a un manuel de formation? Alors, en plus du guide, il n'y a pas de manuel de formation, mais le guide est assez structuré. Et est-ce qu'il est possible d'élaborer un manuel de formation détaillé et sous quelles conditions? Alors ça, aussi, TEPA, nous n'aurons pas la réponse à cette question. Mais si ICAT, nous avons encore des représentants parmi nous, est-ce qu'il est possible ou autorisé d'élaborer un manuel de formation détaillé sur la base du guide des parties prenantes? Elénie, je ne sais pas si vous êtes là. Bon, on va partir du principe que nos représentants ne sont pas là, mais je passerai la question à ICAT. C'est vrai que c'est intéressant et d'ailleurs, je pense que ça va être la même chose. Ah, il n'est pas prévu pour le moment. Ok, merci Elénie. Oui. Ah, bah, attendez, Elénie, je vais. Hop. Elénie, je crois que je vous ai autorisé le micro et la caméra si vous voulez parler. Sinon, en tout cas, il n'est pas prévu pour le moment d'autoriser de faire un manuel de formation détaillé sur la base. Et si est-ce qu'une formation donnée par un organisme de formation est basée sur les deux guides, peut-elle donner lieu à un certificat co-signé par ICAT? C'est la deuxième question de Joseph dans le chat. Alors, je n'ai pas l'impression que pour l'instant une formation soit donnée. Je ne pense pas que ça donne lieu à un certificat co-signé par ICAT. Elénie va me corriger si j'ai tort. Il me semble que pour l'instant, ce n'est pas le cas non plus. Voilà, donc, mais on garde ça en tête.
Juste aussi pour rappel, peut-être pour anticiper l'éventuelle réponse d'ICAT, mais ce qui est bien mentionné au début du guide, c'est que le guide, du coup, lui-même, il est bien complémentaire à d'autres méthodologies. Donc, en fait, vous avez aussi des éléments sur la participation des parties prenantes, pardon, dans le guide méthodologique sur le développement durable. Donc, du coup, peut-être que ça va plus vous éclairer sur la mise en œuvre concrète quand vous combinerez les deux. Et aussi, il est rappelé qu'en fait, le guide, il va pas vous expliquer comment faire, mais quoi faire. Et c'est peut-être là aussi toute la nuance. Et c'est pour ça que le guide présente surtout une liste d'éléments clés. En tout cas, là, j'ai l'impression que le guide n'a pas forcément vocation à vous donner une formation exactement comment faire. Il est vraiment là pour vous donner des pistes. Et après, je crois que voilà, je ressors d'autres documents ou d'autres institutions. Alors, nous avons également dans le chat une personne qui souhaite, alors qui a un pseudo, donc je ne peux pas pouvoir dire le nom, msanogo24, qui souhaite partager l'expérience de la Côte d'Ivoire. Je vous ai autorisé normalement à démuter et à mettre la caméra. Si vous voulez parler, normalement, ce serait bon. Le pseudo msanogo24. Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à démuter ou est-ce qu'au final, vous êtes toujours en mute? Alors, normalement, comme pour les autres participants, je vous autorise à réactiver le micro. Donc, avec Teams, vous devriez pouvoir voir la petite émoticône avec le micro barré et cliquer dessus. Et si ce n'est pas le cas, je vais tenter autre chose. Non, ça ne marche toujours pas. Alors, est-ce que là, ça fonctionne? Là, normalement, je vous ai mis même en présentateur. Est-ce que vous arrivez à... Oui, Ah, voilà, c'est bon. Allez-y. merci Cosette et merci Hortense pour votre présentation et pour les réponses que vous apportez à l'ensemble des participants. Et mes remerciements aussi à ICAT pour l'ensemble des guides qu'ils ont produits sur l'aspect donc du changement climatique. Effectivement, notre pays, nous sommes en cours de mise en œuvre de l'initiative ICAT et nous tendons, je vais dire, à la fin de l'appui, notamment sur l'aspect financement climatique, mais nous avons pu utiliser certains guides d'ICAT, notamment le guide sur la transparence climatique, mais également pu exploiter le guide sur les parties prenantes et nous remercions ICAT d'avoir, je vais dire, accepté, notamment pour la partie francophone, la traduction des documents, puisqu'initialement, les documents étaient faits en anglais. Concernant le cas de la Côte d'Ivoire, et j'aimerais revenir sur les propos de la présentatrice, qui au début avait parlé de l'engagement déjà politique. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, après la signature de la convention avec ICAT à travers l'UNOPS, un test au niveau national a été pris et co-signé par les deux ministres que sont le ministre de l'Environnement et le ministre des Finances. Donc, pour donner déjà, je vais dire, un portage politique fort à la mise en œuvre du projet en Côte d'Ivoire. Et à la suite donc, de ce test, qui est donc un arrêté interministériel concernant ces deux ministères, des courriers de désignation, je dirais, parties prenantes fixes, ont été donc distribués à l'ensemble des ministères sectoriels, mais également d'autres parties prenantes que sont le secteur privé, les organisations de la société civile, afin de pouvoir désigner des représentants stables qui accompagneraient toute la mise en œuvre du projet. Donc déjà depuis la validation du plan de travail avant même la convention, mais également à la suite de la convention et la prise du test, leur confirmation par des courriers officiels envoyés donc à l'unité de coordination du projet, ce qui a donc permis déjà depuis le démarrage du projet d'avoir une très bonne connaissance des résultats attendus du projet par les parties prenantes,
mais également d'avoir une très forte implication sur l'ensemble des activités qui étaient prévues dans le plan de travail, notamment les questions de renforcement de capacité. Vous avez parlé par exemple d'un guide sur les inventaires qui nous a été très utile. Les sectoriels ont beaucoup apprécié la formation sur la base donc, de ce guide sur les inventaires et ont pu donc contribuer énormément à l'atteinte des objectifs et à la production des différents rapports. La mise en œuvre, c'est vrai que nous sommes encore en cours de mise en œuvre, mais a déjà permis d'avoir des résultats très notables au niveau de la Côte d'Ivoire, notamment la prise d'un arrêté au niveau du ministère de l'économie, du plan et du développement portant système de marquage de la programmation des investissements publics. L'idée étant pour la Côte d'Ivoire d'orienter dorénavant les investissements publics, donc les investissements émanant du budget national, vers des budgets de plus en plus verts et de plus en plus sensibles donc au climat. Et là, justement, après la prise de cet arrêté, il y a 5 ministères sectoriels clés qui sont concernés donc par la CDN, qui sont en pilote cette année, avant probablement une généralisation à l'ensemble des ministères prévus pour l'année 2026. Et avec cet appui de ICAT, nous avons pu également aussi, en lien avec le secteur privé et notamment la classification des activités, pu nous doter donc d'une taxonomie de transition, puisque dans le guide ICAT, on retrouve également cet aspect de taxonomie qui nous a permis d'avoir un premier draft de cadre taxonomique qui a pu être enrichi par la suite, c'est vrai, avec l'appui du FMI, et ce, dans le cadre donc, de la facilité résilience et durabilité. Mais nous sommes partis à la base des guides qui étaient donc disponibles sur le site internet de ICAT, et en cela, j'aimerais vraiment remercier l'ICAT et remercier donc toute l'équipe qui appuie donc cette initiative. Pour dire que la question de l'engagement des parties prenantes reste véritablement le nerf de la réussite, je dirais, de l'implication et de l'appropriation des parties prenantes sur la question du changement climatique, notamment sur la question du financement. Et le directeur Henning, dans ses propos, est justement revenu sur la question du financement, quand on sait qu'aujourd'hui, la plupart des bailleurs, même conventionnels, aujourd'hui sont orientés vers des investissements fléchés, à savoir soit durables, soit climatiques, soit sociaux, ou soit, voilà. Donc, pour dire qu'il est vraiment important d'intégrer aujourd'hui ces aspects méthodologiques dans la manière dont nous travaillons. Et c'était juste pour partager un peu la petite expérience de la Côte d'Ivoire en la matière, et remercier encore une fois donc l'équipe ICAT, et remercier Hortense et Lidwil pour cette très belle présentation dont vous nous avez édifié pendant cette heure. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup pour votre retour, c'était c'était super intéressant. Je pense qu'on aurait même aimé vous avoir peut-être même plus longtemps, mais en tout cas, c'était très intéressant d'avoir votre retour. Si jamais vous avez des éléments éventuellement à nous partager, 2-3 slides pour qu'on puisse communiquer éventuellement dessus avec notre présentation, ça serait vraiment avec plaisir. Donc voilà, mais en tout cas, merci beaucoup. Oui, merci encore. Merci. Merci. Et je voulais juste revenir. Alors, nous n'avons plus de questions dans le chat, mais je voulais revenir sur ce que j'avais dit et qui apparemment était faux. J'en suis navrée. Il y a donc bien des formations prévues par ICAT. Pour revenir sur le commentaire de Joseph Badevokila, qui demandait si une formation était donnée sur la base de ces deux guides et qui donne lieu à un certificat. Alors, Eleni nous a répondu qu'ICAT offre des formations sur la transparence en général. Pour l'instant, il n'y a pas de disponibilité, mais toutes les formations sont publiées dans le lien qu'elle a mis dans le chat et que j'ai remis ensuite. Donc, n'hésitez pas, Joseph, si vous voulez aller voir et peut-être activer des notifications quand il y a des nouvelles disponibilités. Alors, je vois qu'il y a une main levée. Je vais donc voilà, donner la parole à la personne.
Alors, normalement, vous devriez pouvoir parler ou en tout cas démuter et parler. Dites-moi si dans le chat, ça ne fonctionne pas et j'utiliserai une autre méthode. OK. Bon après-midi. Je m'appelle Emmanuela Ngenzebuhoro. Je suis du Burundi. J'ai été empêchée au début, mais j'ai finalement rejoint le webinaire. J'ai vu au cours de votre présentation, là où vous parlez de plaintes au cours de l'exécution des projets. Et c'est une chose que j'ai pas bien compris parce que normalement, quand un projet a bien démarré, quand elle est bien négociée, pour nous, quand le pays a ratifié une convention et l'accord de Paris, c'est-à-dire qu'il y a un point focal et souvent c'est le ministère en charge des changements climatiques. Et quand le projet est bien négocié dès le départ et que le gouvernement est au courant, normalement, il n'y aurait pas de plainte. Alors, je voudrais savoir les cas de plainte. C'est peut-être les cas de la société civile qui négocie un projet sans que le gouvernement sache cela et peut-être il peut y avoir des plaintes. Normalement, pour éviter les choses du genre, les plaintes, dès le départ, il faut responsabiliser le gouvernement, recommander aux parties prenantes, notamment la société civile, de négocier les partenariats dès le départ avec le gouvernement. Et de cette manière, on évitera les plaintes. Merci. Merci beaucoup pour votre question. En effet, comme vous l'avez vu, le guide est conçu pour mettre en place les meilleures pratiques pour éviter justement qu'il y ait des plaintes, dans l'idée d'engager vraiment toutes les parties prenantes de manière équitable, avec un même niveau d'information ou en tout cas un niveau d'information compréhensible par tout à chacun et qu'elles soient capables de prendre des décisions éclairées et surtout que leur avis soit pris en compte. L'idée de mettre en place des processus de plainte, c'est aussi un peu de faire confiance au processus et de montrer en fait aux participants la bonne foi du processus et de leur permettre de s'exprimer, de faire des réclamations en fait, parce que tout simplement lors de l'élaboration d'une politique, parfois on a beau mettre tous les bons acteurs autour de la table, établir des bons partenariats, etc. Il y a parfois peut-être des impacts négatifs de la politique qu'on n'aura pas pu anticiper, parce que des fois les contextes sont changeants ou des avis peut-être n'ont pas pu être pris en compte sur le moment et donc il y a eu peut-être un loupé. Donc c'est pour ce genre de situation que des mécanismes de gestion des plaintes, alors ils sont pas obligatoires, hein. De toute façon ce guide c'est vraiment pas une méthodologie du début à la fin, c'est plutôt des conseils. Mais en tout cas, mettre en place ce type de mécanisme de gestion des plaintes, ça permet justement d'avoir des retours des parties prenantes concernées et de pouvoir aussi améliorer la politique au fur et à mesure. Parce que parfois, il peut y avoir des loupés, comme je l'ai dit, et donc des retours négatifs. Les parties prenantes peuvent avoir des impacts négatifs qu'on n'avait pas anticipés avant et elles doivent pouvoir communiquer dessus si ça arrive. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là. Bien évidemment, on ne souhaite pas les plaintes, mais l'idée, c'est de pouvoir quand même les prendre en compte si jamais il y en a. Emmanuel, est-ce que vous avez quelque chose à répondre ou une question subsidiaire? Ou est-ce que la réponse de Ludivine, elle vous paraît cohérente? Oui, ça va, j'ai compris. Merci. Merci. Merci à vous. Merci pour cette question. Qui a d'ailleurs fait plusieurs commentaires dans le chat. Où Joseph nous dit qu'en effet, c'est l'erreur que font presque les experts dans tous les pays. Les plaintes font référence à la prise en compte des sauvegardes environnementales et sociales. Le GCF, en l'occurrence, recommande un plan de mise en œuvre des sauvegardes basé sur le référentiel de
FC, pardon. Le mécanisme de gestion de plainte est une exigence car il n'y a pas de projet sans plainte, ou en tout cas sans retour. C'est vrai un retour n'est pas forcément une plainte, mais voilà, donc commentaire de Joseph dans le chat. Alors, il nous reste 4 minutes de webinaire. Nous avons peut-être le temps pour une dernière question. Est-ce que si quelqu'un veut encore poser une question ou un commentaire ou un retour d'expérience? Très bien. Je prends ce silence pour un non. N'hésitez pas à lever la main. D'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas dit, mais vous avez une possibilité de lever la main sur Teams pour indiquer que vous voulez une question ou la poser dans la conversation. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, écoutez, je remercie chaleureusement ICAT pour son initiative et pour son aide, tout particulièrement Henning Wester qui nous a fait le privilège d'une intervention malgré les petites techniques que nous avons pu avoir. Donc, merci beaucoup, ICAT. Merci beaucoup, Ludivine, pour cette présentation qui a été très claire et j'espère appréciée. Et enfin, merci à tous les participants et à tous vos échanges et tous vos interventions qui étaient très intéressantes. Nous vous avons mis le lien pour le guide avec le QR code toujours ici pour le télécharger si vous le voulez. Nous, de notre côté, nous continuons notre mission de traduction des guides méthodologiques ICAT et dissémination. Nous vous donnons donc rendez-vous après l'été pour plusieurs autres guides que nous allons traduire en français, donc toujours des guides ICAT. Les guides sur l'agriculture, les guides sur les transitions justes et le guide sur les liens entre l'article 6 et l'article 13 de l'accord de Paris. Qui feront également l'objet de webinaires. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour plus d'informations. Nous mettrons évidemment les présentations. Nous vous enverrons un email et nous mettrons les présentations disponibles, les présentations PowerPoint, ainsi que le recording de cette vidéo qui sera même mis en ligne par ICAT et par nous-mêmes. Et là-dessus, je crois que je n'ai rien oublié. Je vous remercie encore infiniment et je vous dis très bonne journée ou très bonne soirée. Au revoir. Bonne journée à tous, bonne fin de journée.